Bienvenue dans Tout est politique si vous nous rejoignez. Bienvenue à vous, Eduardo Riancipel, bonjour. Bonjour. Vous êtes député PS de Seine-et-Marne, membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. À mes côtés, Christian Mallard pour vous interroger. Monsieur Riancipel, la France a-t-elle aujourd'hui les moyens de ses ambitions militaires? On dit qu'on va devoir tailler de nouveau dans le budget de la défense pour financer finalement le coût de la guerre. Est-ce qu'aujourd'hui on a les moyens de nos ambitions militaires? Oui, nous avons les moyens de mener les actions que nous menons avec nos armées. Et non, nous n'allons pas tailler davantage dans le budget de la défense. Mais ça a coûté cher les opérations extérieures au Mali, en Centrafrique. Absolument, parce que l'imprévu... c'est ça, c'était pas prévu. L'imprévu, c'est, je dirais, la condition même des affaires militaires et stratégiques. Il faut être toujours préparé à l'imprévisible. Nous avions un budget militaire pour 2014 jusqu'à 2019 de 31,4 milliards d'euros par an. Nous avons seulement provisionné cette année 450 millions d'euros pour les opérations extérieures. Or, elles coûtent 1,1 milliard. Pour l'instant, plus d'1 milliard, oui. Ce dépassement sera couvert, mais on ne touchera pas au budget de la défense pour le couvrir. Est-ce qu'on ne va pas devoir renforcer ce budget de la défense précisément parce qu'on voit bien aujourd'hui, on va devoir rester plus longtemps au Sahel où les islamistes reviennent quelque part en force. Mais c'est vrai, heureusement que les Français sont intervenus. Et puis je pense aussi au front irakien par rapport à l'État islamique où on a quand même le sentiment qu'on intervient une fois par semaine et qu'on a quand même des moyens limités. Vous avez raison, Christian Mallard, mais il faudra renforcer à l'avenir le budget de la défense. Mais ce sera pour après la loi de programmation militaire qui court jusqu'à 2019. Nous avons stabilisé le budget de la défense à 31,4 milliards pour les années qui viennent jusqu'à 2019. Et l'idée, c'est de monter en puissance loin, 2019, à partir... Oui, c'est loin. Mais tout cela a été réfléchi dans des travaux du livre blanc sur la défense auquel j'ai eu l'honneur de participer. Nous avons défini un modèle d'armée, c'est-à-dire un modèle d'armée moderne qui puisse répondre aux enjeux stratégiques du XXIe siècle. Et les crises qui sont survenues après, qui n'étaient pas prévisibles, en quelque sorte, nous les avions plus ou moins prévues, sans les situer géographiquement, précisément dans le travail du livre blanc. L'État islamique, parce que ça remonte à mai, l'État islamique. Oui, mais nous savions qu'il y avait ce risque de groupuscules terroristes autour du djihadisme. Il y a eu simplement une véritable refondation avec l'État islamique parce qu'ils ont des moyens militaires supplémentaires, ils ont un territoire qu'ils contrôlent et ils ont des moyens financiers sans précédent. Nous savions que la déstabilisation des États, est un risque majeur, l'affaiblissement des États qui fait qu'il y a un certain nombre de crises. Mais oui, nous avons les moyens de mener les opérations, sans quoi nous ne les menerions pas. Et d'ailleurs, au Sahel, en même temps, sinon, je pense que nous pouvons être fiers de ce que font nos armées. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les Américains, par exemple, ils sont en retrait, aient eu les mêmes capacités que nous pour faire le même travail au Sahel. Tout le monde le reconnaît. Je crois qu'il y a peu d'armées au monde. Nous sommes peut-être même les seuls à pouvoir avoir mené ce que nous avons fait aujourd'hui au Sahel. Nous sommes capables aujourd'hui de poursuivre nos opérations militaires sur le long terme. Oui, nous sommes capables de les poursuivre. Avec le nombre de soldats suffisant, pas de certains qu'on va chercher en Centrafrique pour les ramener ailleurs. Nous avons ce qu'il faut et nous avons une organisation qui est bien rationnelle. Les militaires et le président de la République ne prendront jamais des décisions qui mettront à mal nos armées et nos soldats. Et nous faisons et nous atteignons nos objectifs. Regardez la situation, comment elle est relativement bien stabilisée au Mali, même si c'est encore compliqué au nord, à Kidal et à Tessalit. Nous avons d'ailleurs renforcé un peu nos positions. L'opération Barkhane sur 5 pays du Sahel permet de stabiliser les choses. Ce que nous faisons en RCA a permis d'éviter un génocide. Et en Irak, nous intervenons de manière très modérée. Est-ce qu'avec un retrait, on le voit, c'est la politique d'Obama aujourd'hui, qui est en retrait avec les militaires, sur les fronts. Est-ce que nous, on ne va pas devoir monter encore davantage au créneau parce que vraiment on devient la force qui exerce quand même ses talents quelque part, j'ai envie de dire, parce qu'on ne réussit pas si mal que ça. Est-ce qu'il ne va pas falloir avoir davantage d'argent? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va pouvoir tenir tout seul? Les Anglais interviennent, mais bon, peut-être pas suffisamment non plus. Je pense que les Anglais ont été très abîmés par leur présence un peu trop longue en Irak. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont... pardonnez-moi du terme, un peu largués sur un certain nombre d'opérations. Ils ne pourraient pas faire ce que nous faisons, nous, Français, aujourd'hui. Précisément parce que nous ne sommes pas restés très longtemps à l'arrêt, soit en Afghanistan, soit en Irak, où nous n'étions pas entre 2003 et jusqu'à présent. Donc nos armées ont les moyens de faire ce que d'autres ne peuvent pas faire. Et par exemple, sur la Centrafrique, comme au Sahel, vous savez bien que c'est l'ONU qui doit prendre la relève. Il y a un peu de retard parce qu'il faut former les forces africaines. Troupes. La MINUSMA pour le Mali et la MINUSCA pour la Centrafrique sont des forces qui commencent à monter en puissance. Je reviens du Mali
avec le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. J'ai vu les forces de l'EUTM, qui sont les forces européennes d'entraînement. Ça marche très bien. Il y a bien une coordination internationale, c'est-à-dire plutôt européenne sur le UTM évidemment, et cela marche bien. Il faut prendre le temps, au fur et à mesure ce sont les forces onusiennes qui prendront la suite, mais pour le moment, vous comptez sur les forces onusiennes. Pour l'instant nous comptons sur nous-mêmes. Bah oui, c'est ça, Nous comptons aussi sur nos partenaires européens qui nous aident. Je pense aux Espagnols, notamment au Sahel, ils font un très gros travail. Il y a les Italiens et il y a aussi les Grecs. C'est vrai que les pays du Sud, peut-être parce qu'ils sont plus concernés par ce qui se passe juste après dans la Méditerranée, sont plus présents parce qu'ils ont pris conscience du danger, de la menace qui peut frapper chez nous. Vous êtes en train de nous dire qu'on devient les gendarmes du Sahel, les gendarmes de cette partie de l'Afrique du Nord, quelque part, puisque les Américains... Je ne le dirai pas comme ça, mais c'est vrai que s'agissant de la sécurité de cette région du monde, elle concerne notre propre sécurité collective français comme européen, et nous avons raison de prendre en charge des opérations de stabilisation, de sécurité et de paix, y compris à travers des opérations militaires dans cette région, parce que les répercussions se paieront cash chez nous si jamais nous ne faisons rien. Eduardo Riancipel, l'Assemblée nationale va voter le 28 novembre une reconnaissance d'un État palestinien. Pourquoi maintenant ? C'est une décision qui vient du groupe socialiste auquel j'appartiens. Nous avons souhaité, avec la présidente de la Commission des Affaires étrangères, Elisabeth Guigou, proposer un texte qui permette justement la résolution du conflit. Notre seule ligne... Ça va résoudre le conflit de reconnaître un État palestinien ? Nous ne sommes pas naïfs. Nous ne sommes pas naïfs. Oui. Nous sommes très lucides. Ce conflit dure depuis plus de 60 ans. Il est peut-être temps qu'on cherche à l'arrêter, parce qu'il se paye en vie humaine, en vie d'hommes et de femmes, d'enfants parfois même de manière terrible, d'un côté comme de l'autre. Nous allons proposer un texte qui favorise la paix comme la sécurité d'Israël et des Palestiniens. Nous militons pour cet État palestinien digne de ce nom, parce qu'il est aussi la condition de la paix pour l'État d'Israël. Qu'est-ce que ça va changer selon vous ? Ce qui va changer, c'est que c'est une position politique qui doit aider justement à l'avènement de la résolution du conflit. Ce texte a vocation à permettre la résolution du conflit. Nous ne sommes pas naïfs, mais c'est une pierre supplémentaire qui va dans le sens de la paix. Donc c'est hautement symbolique seulement. Je ne crois pas que les actes votés par une Assemblée nationale soient simplement symboliques. Oui, il y a un aspect évidemment essentiellement symbolique, mais c'est un message politique fort. Est-ce qu'on n'est pas quand même dans ce que j'appellerais moi une bombe à 3 niveaux ? Vous avez d'un côté le Hamas. On ne peut pas négocier avec le Hamas. On l'a dit maintes fois dans cette émission. Le Hamas se refuse à reconnaître le droit à l'existence d'Israël, continue à perpétrer des attentats sur le sol israélien. Vous avez un Mahmoud Abbas qui me fait penser étonnamment à Arafat dans le passé, 1 pas en avant, 3 pas en arrière. Beaucoup disent aussi qu'il y a le problème de la colonisation. Est-ce que finalement, on ne va pas au pire ? C'est toujours possible dans l'histoire de l'humanité d'aller au pire. Le pire n'est jamais impossible, et c'est la raison pour laquelle nous voulons, de notre point de vue, contribuer à une résolution du conflit. Vous avez raison, il faut renforcer le Fatah, il faut aider les autorités palestiniennes à reprendre de la vigueur et de la force au sein même de leur peuple et de leur territoire pour être en condition de discuter de la paix. Je ne veux pas que d'un côté en Israël et de l'autre côté en Palestine, il y ait quelque part quelques alliés objectifs qui préfèrent la guerre à la paix. Et François Hollande, il est en contact avec Mahmoud Abbas, avec Benyamin Netanyahou. Ils en discutent, il y a des choses qui se passent en ce moment, justement, puisque c'est dans quelques jours, là, cette reconnaissance, enfin, si c'est voté, d'un État palestinien. Il se passe des choses. Le président Hollande discute avec l'ensemble des leaders mondiaux. Oui. Et la position qui est la sienne, qui est la position de la France, c'est celle de la paix et de la sécurité. Tout ce que pourra faire le président Hollande en faveur de la résolution du conflit entre Israël et Palestine, il le fera. Je crois qu'il a démontré le sérieux de son action internationale, sa capacité à prendre des décisions extrêmement lourdes qui engagent nos armées et d'être à la pointe des sujets les plus lucides. Regardez ce qu'avait fait le président Hollande en Syrie il y a maintenant un peu plus d'1 an. Tous les faits lui donnent raison. Et nous pouvons regretter l'attitude de nos amis américains à l'époque qui n'ont pas souhaité agir avec nous pour aider l'ASL, c'est-à-dire l'armée syrienne libre, qui est l'opposition modérée, qui était ni Bachar el-Assad, ni les islamistes de l'État islamique. Benyamin Netanyahou n'acceptera jamais qu'on fasse pression sur lui. Il n'accepte pas les pressions américaines. Il ne va pas accepter les pressions françaises. Alors comment faire pour discuter ? Comment vous allez vous y prendre ? C'est la loi de la politique, de discuter avec ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. L'État palestinien comme ça, de façon unilatérale, ce n'est pas une façon, quand même, quelque part, d'exercer une pression sur Netanyahou qui ne l'admettra pas. Ce n'est pas de façon unilatérale. Je vous ai dit, Christian Mallard, que ce texte, moi je souhaite que ce texte soit très équilibré.
J'ai souhaité que ce Qu'est-ce que texte vous soit entendez par très équilibré? équilibré. C'est-à-dire, par exemple, C'est-à-dire la qu'ils question- reconnaissent Par exemple, la question l'État. de Jérusalem. Parlons concrètement. La question de Jérusalem, il y aura quoi dans ce texte? Je pense qu'il ne nous appartient pas de dire Vous avez une idée, à la place des l'exécutif a une acteurs. idée là-dessus. J'ai une idée. Mon idée, c'est que je ne me mets pas à la place ni des Israéliens ni des Palestiniens. Il y a une question de la capitale. La question de Jérusalem doit être posée, mais c'est à eux de trouver la solution. Ce pourquoi nous militons, c'est pour qu'il y ait un État palestinien digne de ce nom, qui ne soit pas éclaté à travers les territoires aujourd'hui palestiniens, qu'il y ait une unité territoriale et qu'en même temps il y ait la sécurité de l'État d'Israël. Vous venez de dire par exemple que le Hamas ne reconnaît toujours pas le droit à l'existence de l'État d'Israël. C'est quand même un b.a.-ba que de reconnaître non seulement le droit à l'existence d'Israël, comme d'assurer sa sécurité. Je considère pour ma Donc part le depuis Hamas n'est longtemps, pas le bon interlocuteur pour négocier la paix. naturellement. Alors, ce serait qui le bon Donc, le Fatah. interlocuteur? Je pense que je l'ai dit tout à l'heure de Le manière Fatah. très claire, c'est Mahmoud Abbas qui est aujourd'hui le président des Mais autorités palestiniennes. a-t-il le poids pour cela? Il faut en tout cas l'aider à l'avoir et c'est à eux-mêmes, aux Palestiniens d'aider. Peut-être que c'est aux Israéliens également de s'entraider. Vous savez, quand on veut la paix, on discute avec son ennemi. C'est une leçon que nous pouvons avoir, y compris d'Isaac Rabin. C'est lui qui avait raison Mais il de faut dire. du courage Et à politique ce et de la moment-là, volonté j'étais politique. jeune, très jeune. J'avais 15 ou 16 ans quand j'ai vu Arafat et Rabin se serrer la main. Qui avait cru à l'époque que c'était possible? Ils ont réussi de part et d'autre à dépasser leur haine historique en pensant à tous les morts de part et d'autre. Eh bien, s'ils ont été capables à l'époque de se serrer la Mais main le- pour la paix, Mais vous parlez- je ne vois pas pourquoi vous parlez aujourd'hui du 13 on n'aurait septembre. pas une hauteur Des accords historique d'Oslo. et non pas Oui, simplement vous des parlez- enjeux stratégiques. Oui, mais ça comme s'est vite vous. effondré avec l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Donc on voit bien que même si les leaders en ont envie, les populations n'en ont pas Est-ce que le toujours. problème, finalement, La c'est paix pas le l'envie. vaut le coup. Je pense que le moment est venu maintenant d'avoir de la hauteur historique puis et 66 pas ans. simplement des petits jeux tactiques politiciens. C'est la position que nous défendons, c'est ce vers quoi nous voulons œuvrer et nous espérons être utiles Qu'est-ce avec qui cette manque résolution. finalement Qu'est-ce qui à cela. manque finalement? La volonté et Il le manque courage du courage politique. politique, absolument. Parce que je pense que les deux peuples sont prêts à la paix, aussi bien en Israël qu'en Palestine. Il manque en effet, je le regrette, beaucoup de courage politique, de la grande vision historique et pas simplement des petits jeux politiciens pour se maintenir au pouvoir. Ayons de la grande hauteur de vue et je pense que la paix sera possible. Eduardo Riancipel, vous avez été aussi le porte-parole du Parti socialiste. On évoquait tout à l'heure, lors de la première partie de l'émission avec Mickaël Darmon, l'affaire Jouillet-Fillon. C'est pas très glorieux. Oui, ce qui n'est pas glorieux, c'est cette guerre à mort qui a lieu aujourd'hui au sein de l'UMP. On avait la droite la plus bête du monde Mais- et aujourd'hui nous avons la droite la plus violente du monde. Oui, mais au C'est sein une du guerre à mort gouvernement- entre Fillon, Sarkozy, Juppé, Oui, mais, est-ce qu'il y a pas- Copé est-ce qu'il y a pas et non tous plus- les autres. Est-ce qu'il y a Monsieur pas non plus, Jouillet, vous il a dites quand la- même la- menti une fois, au moins une fois. Oui, il y a eu cette maladresse, tout le monde l'a reconnu, mais à part cette petite écume qui fera simplement la une des journaux quelques jours, la réalité, ce qui va durer, c'est la guerre à mort au sein de l'UMP. Et ça, vous l'aurez avec du sang sur les murs. C'est tout à fait regrettable. Je pourrais m'en satisfaire comme acteur politique du Parti socialiste, mais je sais que je ne vais ramasser aucun point grâce à cela. Finalement, il y aura Attendez, que C'est des le Front perdants dans cette National, affaire. il n'y a que des perdants et c'est Moi, je me Marine sens- Le Pen qui je me- ramassera je me sens- les marrons du feu. Je me sens très au-dessus de la mêlée. Vous disiez à l'instant, la droite la plus bête du monde, peut-être avez-vous raison. Enfin, il y a aussi la gauche bordel aujourd'hui, je m'excuse. Ce qui fait que l'opinion publique, quand vous écoutez les gens, et vous êtes bien placé pour les écouter, qu'est-ce qu'ils disent les gens aujourd'hui? Je regrette. Moi, en tant qu'observateur, je partage un peu leur point de vue. Tous pourris. Bon, je ne crois pas qu'ils peuvent le dire, mais je pense qu'ils sont Attendez. suffisamment lucides. Ils voient la gauche et la Mais droite. là où ils je se disent, suis mais d'accord qu'est-ce que avec vous, Christian Mallard, c'est que je mets les guillemets Oui. pour vous citer cette gauche bordel. Oui, il faut que ça s'arrête. Parce que on ne peut pas donner le spectacle permanent de nos gamineries permanentes à la tête du Donc gouvernement vous êtes d'accord ou de que la, ce sont ou des de la gamineries. majorité. En ce moment, on retient davantage les gamineries, enfin l'opinion retient Il y a eu davantage les beaucoup de gamineries que les gamineries. réformes de ce qui Ceux a qui été fait. d'ailleurs ont été responsables de ces gamineries ne sont plus au gouvernement. Il fallait à un moment donné siffler la fin de la récré. Je suis heureux que cette fin de la récré ait été sifflée. Donc Jean-Pierre Parce Jouillet, que- aujourd'hui, il a toujours le soutien de François Hollande. Mais Il ne évidemment. démissionnera pas, il ne démissionnera pas. Mais on n'a pas à répondre à la pression de quiconque. On n'est pas idiot, on ne va pas tomber dans la manœuvre de diversion de la droite qui veut trouver une affaire à l'Élysée alors qu'elle est au sein de la droite. Vous verrez, ils vont avoir cette lutte à mort, ils vont s'autodétruire. Comme toujours, lorsque la droite est en panne de leadership, il y a une guerre à mort avec du sang sur les murs. On est passé, comme je vous l'ai dit, de la droite la plus bête du monde à la droite la plus violente Vous du monde. parliez C'est bon pour C'est Hollande. ultra C'est bon. regrettable. monsieur- Ce non, n'est monsieur bon pour Rancibel, vous disiez personne. que c'était bon pour C'est Marine bon Le Pen. pour le Front Oui, National. c'est bon pour Marine Le Pen. Parce que ça C'est-à-dire- donne une image
terrible de la politique. Et c'est ce que je dis à mes amis socialistes. Arrêtons de donner le spectacle où on donne le sentiment de nous occuper que de nous-mêmes. Il faut que la gauche retrouve la France, il faut que les socialistes retrouvent les Français et qu'on s'adresse aux Français et pas uniquement à nous-mêmes. Et vous ne pensez pas qu'il est peut-être un peu trop tard, justement, avec toutes ces bourdes, toutes ces affaires qui sont en train de monter par rapport à la montée du Front National? Non, il n'est pas trop tard. Il y a Les sans doute du temps perdu. Il peut se passer Il y a beaucoup de choses en du temps 2 ans et demi. perdu. Voilà, absolument. Il y a du temps perdu, ça c'est clair, mais il n'est jamais trop tard. Surtout quand vous êtes à 2 ans et demi d'une élection, vous savez, c'est une éternité en politique. Il faut rester calme, garder son sang-froid et travailler pour les Français et non pas s'occuper de bisbilles qui seraient des gamineries qui ne sont pas du niveau de ceux qui, en tout cas, devraient avoir simplement le sens de l'État. Merci Eduardo Rian-Sipel d'avoir été notre invité dans cette seconde partie de Tout est politique. Je rappelle que vous êtes député socialiste et membre de la commission de la Défense. Merci Christian Mallard. À la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Tout est politique.